Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les Burundais dans l'attente des résultats du référendum. Près de 5 millions d'électeurs étaient ce jeudi appelés aux urnes. Si le oui l'emporte, le président Pierre Nkurunziza pourrait briguer dès 2022 nouveau mandat, ce qui le maintiendrait au pouvoir jusqu'en 2034. Un référendum à haut risque sur le plan des équilibres ethniques et politiques pour ce pays sorti il y a tout juste 13 ans de la guerre civile. On en parle avec nos invités dans la première partie de cette émission. 277 millions de comptes percés du mobile money en Afrique subsaharienne, un marché qui pourrait rapporter plus d'1,5 milliard de dollars d'ici à 2019. Une véritable révolution de ce mode de paiement lancé il y a à peine 10 ans au Kenya, dans la Corne de l'Afrique. Puis, question dans une trentaine de minutes sur les réalités derrière les chiffres qui recensent la classe moyenne en Afrique. Plus de 350 millions de personnes selon la BAD, une taille qui divise les experts mais qui démontre toutefois l'émergence d'une classe moyenne sur le continent. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Makanera Ibrahima Sori, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, merci à vous d'être avec nous. À mes côtés également, Jean-Jacques Arthur Malou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste également sur ce plateau, Monsieur Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et sans plus tarder, de l'actualité politique. Les Burundais étaient donc appelés ce jeudi à se prononcer sur la révision de la Constitution, un référendum voulu par le président Pierre Nkurunziza, référendum contesté. Et si le oui l'emporte, le chef de l'État, 54 ans en place depuis 2005, pourrait alors briguer de nouveaux mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2034, ce qui lui ferait 30 années passées à la tête du Burundi. On écoute l'analyse de l'éditorialiste Alfred Shango. Ce projet de référendum, donc de révision de constitution et de référendum, allait jusqu'à son terme. Il viserait de sa substance les accords d'Arusha et puis la constitution de 2005. Mais de facto, cela a été fait avec justement le coup de force de Nkurunziza il y a quelques années pour se maintenir au pouvoir, qui a entraîné la crise que le Burundi connaît aujourd'hui encore. Et donc là, c'est une énième manière justement de tordre le cou à cette constitution et puis de faire que Pierre Nkurunziza. Alors, si le oui l'emporte, l'actuel président pourrait donc briguer de nouveaux mandats de 7 ans. La révision changerait alors complètement en profondeur l'actuelle constitution issue des accords d'Arusha signés dans les années 2000 et qui avaient mis fin finalement à la guerre civile. Ce référendum sur la révision de cette constitution, ça enterre définitivement les accords d'Arusha. Makanera Ibrahima Sori. Oui, dans les faits, oui. Juridiquement parlant, c'est totalement impossible. Mais vous savez, très souvent, sans une force coercitive, les faits peuvent s'imposer aux normes juridiques normalement applicables. Pierre Nkurunziza retourne son pays en arrière de manière tout à fait dangereuse. C'est une situation dont la fin ne peut être que tragique, sauf surprise de ma part. Ce qu'il faut savoir, ces référendums ne sont qu'une sorte d'habillage, de mettre la couverture de l'égalité sur un coup d'État constitutionnel. Madame, les normes juridiques ont prévu aussi les mécanismes correcteurs de ces mêmes normes juridiques. C'est-à-dire, on ne peut pas se servir de la loi pour contourner la loi. C'est ce qu'on dit, le principe selon lequel la fraude corrompt tout va dans ce sens, y compris l'abus de droit qui va dans ce sens. Ce qui est à comprendre, c'est que ce référendum est un habillage qui n'aura aucune valeur juridique. Il peut s'imposer par la force, mais pas autrement, parce qu'on sait très bien que la Constitution est violée au profit de Pierre Nkurunziza pour qu'il se maintienne à vie au pouvoir, d'abord 30 ans, jusqu'à 2034. Mais après, on sait que quand les dictateurs restent longtemps au pouvoir, ils commettent tellement de bêtises qu'ils ont peur de quitter pour ne pas que les choses se découvrent, ce qui les mène très souvent vers une sorte de pouvoir à vie.
Jean-Jacques Arthur Malou, c'est la fin des accords d'Arusha? On peut dire ça comme ça, oui, mais les accords d'Arusha ont été en partie enterrés déjà en 2015, quand Pierre Nkurunziza, au mépris de ce texte-là, a justement rempilé pour 5 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un référendum dont l'issue est connue d'avance, hein, parce que les dés sont pipés, mais Pierre Nkurunziza veut se maintenir au pouvoir. Il s'inspire en fait de ce qui se fait dans la région, parce que Paul Kagame et Yoweri Museveni font exactement la même chose. Ils triturent la Constitution et ils utilisent tous les subterfuges possibles pour se maintenir au pouvoir. C'est ce que fait Pierre Nkurunziza. Et personne ne lui fait confiance. On sait exactement où il veut aller et on sait qu'il fait tout pour que finalement il soit un président à vie non déclaré. Jean-Marie. Je suis vraiment peiné, si vous voulez, par des situations comme celle-ci, parce que là, nous avançons vers une dérive autocratique que nous connaissons la plupart du temps, mon collègue vient de le citer, c'est-à-dire sur notre continent. Mais quel dommage pour les États africains, c'est que nous votons des constitutions. Même si ces constitutions-là ont été importées en Afrique, la moindre des choses, c'est de pouvoir les respecter. Comme le disait mon prédécesseur là tout à l'heure, c'est tout simplement pourquoi, c'est-à-dire se servir du droit pour contourner la loi en tant que telle. Et après, nous les Africains, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire non, les choses ne vont pas bien, on regarde toujours vers l'extérieur, mais là-dessus, nous votons des constitutions. Une constitution, si vous voulez, c'est un consensus d'une nation vis-à-vis des perspectives qu'elle se donne pour, comment dirais-je, pour la vie en société en tant que telle. Si vous avez des individus qui prennent cette constitution-là comme étant un texte personnel, comme si c'était une constitution, ce n'est pas une loi, c'est la quintessence de l'existence d'une nation juridiquement parlant en tant que telle. Et dès l'instant que vous violez, c'est-à-dire la première personne qui est censée être le représentant et qui doit veiller au respect de cette loi-là, malheureusement, c'est ce qui se passe souvent chez nous en Afrique, et c'est ce qui fait que la plupart du temps, nous n'avançons pas, tout simplement pourquoi? Parce que c'est-à-dire le droit est le parent pauvre en Afrique en tant que tel. C'est-à-dire quand on regarde toutes nos constitutions, que se passe-t-il? Il se passe tout simplement que tous les présidents, la plupart des présidents africains se lèvent. Aujourd'hui, je vais triturer la Constitution parce que je vais y rester pendant le X temps. Malheureusement, j'arrive à me poser la question, Zara, comment se fait-il que ces gens-là ne regardent pas ce qui se passe dans les pays comme le Ghana, ce qui se passe, si vous voulez, dans des pays comme le Bénin, ce qui se passe, comment dirais-je, au Nigeria, où vous avez une alternance qui se passe. Faute de cette alternance, nous ne pouvons pas avancer dans la vraie démocratie en tant que telle. C'est dommage parce que du vivant, Mandela s'était battu, si vous voulez, pour ces choses-là, mais malheureusement, on marche dessus, tout simplement pourquoi? Parce que le président Nkurunziza se dit, bon, le Burundi m'appartient. Alors que le Burundi, aujourd'hui, c'est un pays qui a besoin, c'est-à-dire de toutes ses forces, dont on va scinder le pays, si vous voulez, en des factions qui font en sorte que, comme mon collègue le disait tout à l'heure, ça risque de mal finir, tout simplement pourquoi? Parce que rester au pouvoir jusqu'en 2034, mais c'est quand même, c'est hallucinant en tant que tel. Alors, justement, Makanera, Ibrahim Assori, c'est un véritable risque, ce référendum pour l'avenir du Burundi, quand on connaît la gravité de la crise qui a prévalu dans ce pays il y a à peine 13 ans encore, une profonde guerre civile. Vous savez, en général, pour répondre en partie ce que monsieur le disait tout de suite, vous savez, la Constitution est un contrat social qui tient tout le peuple. Une personne ne peut violer ce contrat à sa convenance. Et cette situation avec Nkurunziza risque de mal finir. En tout cas, je ne peux que... C'est ce que je sens pour une simple raison. Un tel coup d'État aux institutions, à toutes les institutions constitutionnelles, se nourrit par la violence. Parce que c'est injuste. Nkurunziza lui-même sait qu'il est dans l'injustice totale. Ses partisans le savent. Alors, pour soumettre, pour obliger les gens à accepter cela, la seule arme qu'il dispose, c'est la violence. Et la violence ira de plus en plus élevée parce que le Burundi va se trouver dans une situation de pauvreté extrême, en total déficit démocratique, que la population ne va pas continuer à accepter. Plus il marche, plus il critique, plus la violence s'exerce. D'ailleurs, il y a 2 personnes, selon comment dirais, RFI, 2 personnes ont été tuées par les
Imbonerakure, la milice, en tout cas une organisation du parti de Nkurunziza déclarée par les Nations Unies comme étant une milice, ils ont tué 2 personnes, le seul fait que ces 2 personnes n'avaient pas démontré qu'ils sont allés s'enregistrer pour voter. Alors, dans un pays où le seul fait de ne pas aller voter peut se transformer en une exécution extrajudiciaire, dans l'impunité totale, on peut parler quel crédit une élection a dans ce pays. C'est pourquoi quand les gens disent oui, on a fait un référendum, mais quel référendum? On connaît les conditions normales d'une élection pour qu'elle soit légale. Alors, moi, je parlais de dérive tout à l'heure, Zara. La dérive, c'est quoi? C'est-à-dire Nkurunziza, ce n'est pas le premier fait. Nkurunziza, bon, c'est-à-dire mon collègue tout à l'heure vient de parler des morts. Vous savez, il y a eu des exécutions, si vous voulez, sommaires au Burundi depuis que Nkurunziza est là pour pouvoir imposer, c'est-à-dire son pouvoir en tant que tel. Pouvoir imposer son pouvoir en tant que tel, ça voudrait dire qu'on efface l'opposition en tant que telle. Il n'existera plus d'opposition. Et à partir de là, c'est là où je regrette un peu, si vous voulez, l'absence de l'Union africaine, tout simplement. Alors, on va en parler, pardonnez-moi, on va en parler dans un instant. Mais alors, le vote s'est donc tenu ce jeudi. 4,8 millions de Burundais étaient attendus aux urnes. Alors, l'opposition a fait état de pression exercée dans certains bureaux de vote afin que les électeurs se prononcent en faveur du oui. Donc, le oui du président de la République. Alors, du côté du pouvoir, aucun commentaire n'a été fait au sujet de ces allégations. Le président Pierre Nkurunziza s'est toutefois exprimé ce jeudi sur ce scrutin et notamment sur à quel point ce scrutin est important pour son pays. Je vous propose d'écouter le président burundais. Nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. Raison pour laquelle ce matin, nous profitons de cette occasion pour remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce jour arrive, qui était attendu par tous les Burundais, pourquoi pas même le monde entier. Et nous pensons très bien que ce moment arrive au moment où notre pays est en paix et en sécurité, où tout le monde présente et donc se présente personnellement pour aller donc voter pour lui ou non pour ce qui est de cette constitution amendée. Alors, quand même, le président Pierre Nkurunziza qui s'exprime assez rarement depuis 2015, il faut bien le dire. Jean-Jacques Arthur Malou, quelle réaction par rapport à ces propos, à cette intervention du président Pierre Nkurunziza? Bien, je dirais que ça aurait pu prêter à rire parce qu'on sait qui est cet homme. C'est un ancien chef rebelle et la violence fait partie de son mode de fonctionnement. Et là, bien évidemment, ce référendum a été accompagné d'intimidation. Et les Imbonerakure, donc cette milice-là qui fait le jeu du parti au pouvoir, est allée faire le porte-à-porte pour inciter les gens à voter oui. Donc, forcément, il y a des voix qui n'ont pas été exprimées de manière indépendante et libre. Est-ce qu'on peut donner un minimum de crédit à une opération qui se déroule dans ces conditions-là? Je dirais non. Il y a des voix qui s'élèvent déjà à l'intérieur du Burundi. Il y a les évêques, il y a des ONG qui disent que ça n'a aucune crédibilité. Mais bien évidemment, il va passer en force. Alors, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis ont condamné la tenue de ce référendum. Mais quand même, comment expliquer que le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé à ce sujet? Moi, ça ne m'étonne pas. Vous savez, il faut revenir à l'Union africaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand même, les grandes puissances essayent de faire avec la manière. Ne pas être vus comme étant des gendarmes du monde. Très souvent, ils veulent mettre leurs actions aux côtés de l'Union africaine. Mais l'Union africaine que vous connaissez, ces véritables syndicats de chefs d'État, ils sont allés jusqu'à désavouer, comment dirais-je, une commission européenne qui avait voulu condamner les élections gabonaises. Ils ont refusé à ce qu'un certain nombre de termes soient adoptés contre ce qui était qualifié par tout le monde, en tout cas la grande majorité de cette planète, comme étant une élection frauduleuse. Aujourd'hui, même si les Nations Unies veulent, normalement c'est l'Union africaine qui aurait
dû demander aux Nations Unies, à l'ONU, d'agir, d'organiser une réunion pour ça. Mais si ces gens-là ne brillent que par leur silence, vous savez, les autres ne peuvent que nous regarder comme ça. Je suis d'accord avec vous, c'est que l'Union africaine n'a pas à attendre qu'on nous donne des ordres de l'extérieur. Il y va de la stabilité du continent. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis c'est à l'Union africaine même de demander une réunion aux Nations Unies sur ces questions pareilles. Mais ils sont silencieux. Les autres vont dire, bon, écoutez, les plus concernés, il y a une organisation continentale qui est là, qui ne dit rien. Mais elle peut prendre des décisions, c'est-à-dire, je pense que le traité permet à l'Union africaine de pouvoir prendre des décisions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme sont les syndicats des chefs d'État. Ces syndicats-là, si vous voulez, les chefs d'État peuvent se tenir les uns par rapport aux autres. Zara. Donc à partir de là, ça fausse tout. Même venir nous demander, si vous voulez, aux organisations internationales de pouvoir agir à notre place, elles le font déjà, ces organisations-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est financée par qui? Elle est financée, comment dirais-je, par ces organisations-là. Donc ces organisations-là dictent, si vous voulez, ce qu'elles veulent en Afrique en tant que telles. Quand ça les arrange, ben on se tait, mais quand ça ne arrange pas... Alors est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la communauté internationale? Alors en tout cas, je parle hors Afrique. On sait que, par exemple, en 2015, l'Union africaine avait voté l'envoi de troupes, mais... l'Union est ensuite revenue sur sa décision. Jean-Jacques Arthur Malumalu, est-ce que l'Union africaine a une grande part de responsabilité dans ce qu'il se passe aujourd'hui au Burundi? On parle de 1200 morts, plus de 400 000 Burundais en exil, selon les chiffres de l'ONU. Bien évidemment, l'Union africaine n'est pas exempte de tout reproche dans ce qui se passe au Burundi. Mais la première responsabilité de la situation est burundaise. Il ne faut pas non plus qu'on donne l'impression que les Burundais ne sont pas comptables de ce qui se passe chez eux. Et c'est la faute aux autres, à l'Union africaine, à ce qu'on appelle la communauté internationale. Une expression barbare que je n'aime pas utiliser parce que ça n'a pas de contenu. Bien, l'Union africaine a beaucoup de choses à se reprocher. Mais sur ce coup-là, je ne pense pas que le tort soit totalement imputable à l'Union africaine. L'Union africaine est apathique, de manière générale. L'Union africaine est actuellement dirigée par Paul Kagame, donc le président en exercice, qui lui-même fait exactement ce que fait Nkurunziza. Paul Kagame est aussi un autre président à vie, non déclaré, il ne s'assume pas en tant que tel, mais de fait, c'est un président à vie. Ibrahima Makanera Sori. Je voulais dire, on sait que les Burundais sont les premiers comptables, mais dire comme ça, c'est aussi accuser ceux qui subissent cette répression. Pierre Nkurunziza et ses soutiens sont, en tout cas à l'intérieur de son pays, les seuls comptables de cette situation. Au-delà, l'Union africaine, le Burundi est quand même dans une organisation continentale, qui est l'Union africaine, qui a des règles d'ailleurs dont, comment dire, l'objectif même alors, ceci actuel... dit, le pays s'isole de plus en plus. Son objectif, l'objectif que l'Union africaine s'est fixé, contrairement à l'OUA qui était la libération de l'Afrique, l'Union africaine, c'est la bonne gouvernance et la démocratie qu'elle s'est fixée comme étant l'objectif principal. Bonne gouvernance, démocratie, protection des droits humains. Dans ces domaines-là, l'Union africaine ne brille que par son absence, ce qui est regrettable. Ça ne veut pas dire qu'elle est comptable de tout, mais elle a sa part de responsabilité. Pour ce qui concerne les institutions internationales, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les Africains qui ne sont que trop indulgents envers nous. L'Afrique n'a pas été le seul peuple colonisé. Pourquoi jusqu'à présent la colonisation, les effets de la colonisation ne brillent que chez nous? C'est de notre propre faute. On n'a aucun président de la République blanc aujourd'hui en Afrique. Ce sont nos propres frères qui, pour garder leur fauteuil et leurs privilèges, se mettent au service des puissances extérieures pour qu'ils puissent rester. Alors, imaginez, même si c'est l'Afrique qui était dans la situation des Occidentaux, de la France ou de l'autre, si vous avez un pays qui met ses richesses à votre disposition au mépris des droits de ses propres fils, est-ce que vous pensez que les Africains allaient dire non? C'est à nous de refuser. Nous sommes dans une compétition internationale. On ne peut pas demander à un père de famille donne à manger à tes enfants. C'est lui qui doit le savoir. La faute actuellement en Afrique, c'est nous les Africains. Les 95%, c'est nous.
Mais pour finir, madame, regardez, Yoweri Museveni, depuis combien d'années on lui dit de quitter le pouvoir? C'est quand il s'agit de leur poste, ils n'obéissent à personne. Maintenant, pourquoi on poursuit, pardonnez-moi, on va poursuivre le débat, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.